Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur UC2M TV. Merci de nous suivre en direct sur UC2M TV, sur YouTube et sur Twitter. Vous pouvez dès maintenant nous poser des questions à nos invités. Je vous présenterai dans quelques instants. Nous traitons comme nous le faisons d'habitude, mais nous le traitons ici et maintenant, aujourd'hui, ce jeudi 2 avril à 18h30, nous traitons des questions d'organisation de la santé et de l'hôpital en particulier. Ce que nous voudrions voir aujourd'hui ensemble, les évolutions de l'organisation hospitalière dans le cadre de cette actualité épidémique liée au coronavirus. Aujourd'hui, je reçois le professeur Jean Sibilia, médecin, professeur de médecine au CHU de Strasbourg et doyen de la faculté de médecine de Strasbourg, coprésident de l'Université du Change Management en médecine, et Thomas Leludec, vous êtes le directeur général du CHU de Montpellier. Jean Sibilia, la première question, à la situation, quelle est la situation à ce jour à Strasbourg et dans le Grand Est, une situation que nous suivons, vous l'imaginez bien, avec inquiétude et fraternité, évidemment. Jean Sibilia. La situation s'est dégradée comme on l'attendait évidemment depuis 8 jours, depuis le week-end dernier, avec un nombre de malades, un afflux de malades gigantesque dans les hôpitaux. Évidemment, des malades atteints de pneumopathie de forme grave et un certain nombre de malades passant en réanimation. On est dans la vague, dans le tsunami qu'on attendait. Malgré tout, je vais avoir quelques petits mots d'espoir puisque depuis maintenant 2 jours, on a la sensation à Strasbourg, à Colmar et à Mulhouse d'un peut-être un ralentissement de cette vague. Trop tôt pour le dire aujourd'hui, mais on a envie de voir le bout du tunnel et on a envie d'avoir ensemble un brin d'espoir. En tout cas, une situation assez terrible et extrêmement difficile pour nos équipes soignantes. Avec à la fois dans les établissements, notamment le vôtre, mais aussi celui de Colmar, celui de Mulhouse, d'autres établissements, les cliniques, enfin toutes les équipes médicales et soignantes sont évidemment à la bataille au front, c'est ça? Ouais, tout le monde est évidemment mobilisé maintenant depuis plusieurs semaines, aussi bien les hôpitaux, l'hôpital public en première ligne, hein. Il faut le répéter, hein, on est là et tous mes collègues sont là et tous les soignants sont là et tous les gens qui participent, mais les hôpitaux privés, les cliniques aussi qui participent, c'est très important de le dire. Et je n'oublie jamais de le répéter, le réseau remarquable de nos médecins de ville, de nos généralistes et de nos médecins de ville qui sont là sur le terrain. Et au-delà de ça, des médecins de ville qui ont fermé leur cabinet, mais qui viennent donner un coup de main à l'hôpital public, des gens du privé, et chapeau. C'est cette dynamique qu'il faudra garder. Bravo à eux. Nous allons en parler. Ce sera évidemment le cœur de nos réflexions de ce soir, de maintenant. Thomas Leludec, je l'ai dit, vous êtes le directeur général du CHU de Montpellier. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici dans notre émission. Thomas Leludec, comment vous-même, personnellement d'abord, ce sera ma première question personnelle, comment vous vivez cette période vous-même et puis votre établissement et également votre région Occitanie, Montpellier et l'Occitanie? Bien, je vis cette période de manière intense. C'est 33 jours d'affilée de présence et de veille de tous les instants, et c'est vrai de toutes les équipes qui m'entourent, les équipes médicales, les équipes paramédicales, les équipes de direction. Les gens sont un peu galvanisés, je dirais, par l'enjeu. C'est quelque chose d'extrêmement difficile aussi, puisque nous sommes face à des situations parfois chaotiques d'un jour à l'autre. La vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain, notamment sur les aspects logistiques. Et puis, en fait, nous sommes mobilisés depuis le 28 février, puisque le premier cas contact, c'est le 27 février. Et je dirais même avant, le premier cas suspect mais non positif, c'était le 15 février. Donc c'est une actualité qui nous a dévorés, mais avec la volonté de lutter et de se réorganiser. J'ai été très fier en tout cas de tout ce qu'ont fait les équipes de terrain. Les professionnels de santé sont incroyables
Et on a eu aussi des élans de solidarité qui nous ont beaucoup touchés et qui nous permettent de tenir, parce que 33 jours c'est long, mais je pense qu'on a encore au moins 33 jours devant nous. Alors la situation n'est pas celle du Grand Est. Nous avons eu une forte croissance d'activité la semaine dernière. Ça semble effectivement se tasser depuis dimanche, lundi, surtout lundi. C'est un élément d'espoir, mais il faut se méfier de cet espoir parce que ça peut aussi nous amener dans l'erreur. Je voudrais dire que la courbe n'est pas cassée, elle se tasse. Il faudra la casser pour que véritablement nous sortions de cette crise incroyable. Comment, je voudrais vous interroger tous les deux, comment prend-on compte quand on a les responsabilités qui sont les vôtres? Je rappelle que Jean Sibilia est également doyen de la faculté, de sa faculté. Comment prend-on compte finalement les enjeux, la réalité, la fatigue, le découragement? Je sais qu'en Alsace, c'est les besoins de renfort. Dites-nous en quelques mots comment cette gestion de crise et cette urgence s'organise, Jean Sibilia notamment, dans un premier temps, et comment, en réalité, ma question est comment fait-on vivre ce qui doit être l'ordre et les méthodes venant d'en haut, et puis également la volonté, les initiatives, la volonté de terrain que vous exprimez très bien, et donc de chacun. Jean Sibilia d'abord. Je pense que comme l'a dit Thomas, je pense que, vous savez, dans ces moments, dans ces difficultés, et c'est pas nouveau, c'est une vérité de l'histoire des hommes, hein. La vérité, c'est la vérité du terrain et c'est la force des hommes et la solidarité qui est extraordinaire dans ces moments-là. On l'a vu dans d'autres circonstances dans notre pays au moment des attentats, mais là on le voit à une échelle encore supérieure probablement, avec cette force humaine. Je pense que c'est avant tout ça, et du plus vieux au plus jeune. Moi, je suis franchement fier de mes étudiants. J'imaginais, je savais qu'ils étaient capables de beaucoup de choses, de belles choses, mais là, ils se sont mobilisés de façon absolument incroyable. Donc, il y a vraiment la force de tous, hein, des soignants. Il faut pas oublier tous ceux qui contribuent. La deuxième chose, je pense que c'est vraiment mettre en ordre toutes ces bonnes volontés. Ça, c'est vraiment une chose très importante. C'est avoir une organisation. Alors, j'aime pas trop le mot, mais enfin, de guerre martiale, parce qu'il y a énormément de bonne volonté dans tous les sens, du plus jeune au plus vieux. Il faut arriver à coordonner en même temps, dans l'urgence, 7 sur 7, toutes ces bonnes volontés pour mettre les bons acteurs au bon endroit et surtout les protéger. Ça, je pense que c'est très important, notamment quand on pense au déconfinement. Il ne faut pas qu'à un moment donné, l'hôpital qui a accueilli les malades devienne un foyer d'ensemencement extérieur. Vous voyez, on l'a vu dans d'autres épidémies, notamment celle du SRAS, l'hôpital réensemence après l'extérieur. Donc très important, une organisation martiale, on met les gens, on capte les bonnes volontés, on les accueille avec bienveillance, mais surtout on les met sur le terrain avec les protections, avec la formation. Ça, c'est fondamental. Et la troisième chose qui est aussi très importante, c'est avoir une capacité logistique collective avec de l'entraide qui donne des bulles d'oxygène incroyables. Alors, pour nous, ça a été les transferts en Allemagne. Nos amis allemands ont été là. On a aussi eu le soutien, évidemment, de nos amis de Lorraine. Nancy nous a aidés. D'autres nous ont aidés. Et cette solidarité donne à chaque fois un boost, un élan à la communauté. Et on revit, en fait, heure après heure, jour après jour, parce que c'est vraiment, Thomas l'a dit, ça change chaque jour, en fait. Et ça qui est extrêmement difficile tant qu'on n'a pas atteint la vague, le sommet de la vague. Voilà, ces trois éléments combinés et les ressources humaines au quotidien. Il faut faire confiance aux gens de terrain, c'est mon dernier point. Confiance aux gens de terrain. On l'a vu, l'organisation, les organigrammes des unités Covid et des nouvelles unités, l'hôpital disparaît en fait au sens classique du terme. Et tout se reconstitue main dans la main avec la direction et les soignants. Et les soignants, cette dynamique des soignants de terrain permet une réorganisation complètement réactive et originale. Et ça fonctionne. Mais on voit bien qu'il faut vraiment être réactif et qu'il faut être présent et donner de soi. Mais ça, c'est notre métier, c'est normal. On est au cœur de notre sujet, merci. Thomas Leludec, comment vous définissez votre propre, au CHU, votre propre gouvernance, la gouvernance de votre propre gouvernance de risque, de gestion de risque? Comment, en quelques mots, là, pour nous donner 2 ou 3 repères avant que l'on aille plus loin, Thomas Leludec? En quelques mots, c'est une unité de commandement qui est claire avec une cellule de crise, avec des directeurs médicaux de crise par secteur,
Nous avons également, du fait de la responsabilité que m'a confié le directeur général de l'ARS sur une grande partie de la région Occitanie, un directeur médical de crise, j'allais dire aux affaires extérieures, c'est-à-dire sur les unités de soins critiques. Donc cette unité de commandement est très importante. Elle est quotidienne, pluriquotidienne. Il y a ensuite le fait qu'on n'oublie pas ce qu'est un hôpital. Un hôpital, c'est un projet médical et c'est un projet de soins. Donc nous avons un projet médical Covid 2019 qui est animé, coordonné par notre président de commission médicale d'établissement. Et chaque fois que nécessaire et possible, en coordination étroite avec le doyen mondain. Donc il y a à la fois ce que nous sommes à la base et qui nous permet d'être résilients face à cette crise incroyable. Et puis ensuite, il y a cette exécution qui sont des allers-retours permanents entre l'unité de commandement, donc avec la cellule de crise du matin, et puis un certain nombre de points qui sont faits tout au long de la journée. Et les éléments matériels, les éléments logistiques sont extrêmement importants. On ne peut pas faire des grands mouvements de réorganisation sans avoir une logistique qui fonctionne. Et on le voit bien dans cette crise, chaque fois que la logistique a dysfonctionné, et je dois dire qu'elle n'a très très peu dysfonctionné en interne, on y reviendra, nous avons eu des problèmes d'approvisionnement, il ne faut pas se le cacher, mais ça a eu un retentissement extrêmement péjoratif sur nos mobilisations. Le dernier point, c'est l'écoute. L'écoute, c'est fondamental, c'est-à-dire là aussi dans l'ADN de l'hôpital, il y a des instances sociales, il y a des représentants du personnel. Nous avons maintenu un CHSCT hebdomadaire, et nous avons également mis en place des cellules d'écoute psychologique auprès des soignants, un numéro et une cellule de traitement, notamment des cas suspects de Covid chez nos salariés. Ce qui est important, c'est d'être réactif face à des propositions, des initiatives de terrain, sans quoi effectivement il n'y a pas cette dynamique de management. Je prends un exemple. Les personnels, juste un exemple. Les personnels m'ont proposé quelque chose d'assez disruptif, c'est d'offrir la télévision à tous les patients qui sont hospitalisés au CHU ce mois-ci. Je les ai suivis, je prends ce risque, parce que c'est important d'envoyer aussi des messages en direction du personnel, mais aussi des patients qu'ils traitent. Très bien. Oui, je voulais vous interroger également, Thomas Leludec, sur votre action, votre propre action au CHU, propre action dans la région, dans votre territoire, qui non pas dépend, mais en réalité qui est proche du CHU, d'un grand CHU comme le vôtre. Alors, je pense notamment au groupement hospitalier de territoire, je pense aux centres hospitaliers. Alors, on sait qu'il y a des clusters chez vous, notamment vers Perpignan. Pouvez-vous un petit peu nous en parler? Et puis, je voulais simplement, pour peut-être nous encourager dans notre émission, vous rapporter ce commentaire d'un de vos collègues, directeur d'établissement, Bernard Weiss, qui nous écrit: ensemble, privé et public, nous serons plus forts. Soyons réactifs et solidaires. Voilà, c'est un engagement pour les uns et pour les autres. Alors, cela étant, merci à Bernard Weiss de ce commentaire. Pour ce qui vous concerne, votre action notamment dans la région, dans votre région et territoire. Mon action, alors clairement, l'union publique-privée autour de la gestion des soins critiques. En lien avec l'Agence régionale de santé, grande réactivité, capacité de réanimation revue à la hausse chaque fois que possible, et avec une agence très réactive donnant des autorisations temporaires pour pouvoir être plus à même de faire face à une vague. Deuxième élément, nous avons envoyé à la fois des ressources de direction, des ressources médicales, des ressources techniques, notamment à l'hôpital de Perpignan, mais pas seulement, puisqu'effectivement le cluster perpignanais était un élément de préoccupation de notre part. Et ça répond à une stratégie qui était de dire il faut que chaque territoire puisse être le plus longtemps possible autosuffisant, de telle sorte que nous soyons en recours à la fois si ça débordait en termes de volume d'activité, mais aussi en recours pour permettre aux équipes
dans les centres hospitaliers, dans les cliniques, de souffler. Parce que là aussi, il faut pouvoir économiser les forces, si le mot économiser a encore un sens dans ce type de crise. Et donc nous sommes rentrés très très tôt dans l'anticipation, et je dois dire que nous avons dans un premier temps analysé ce qui se passait en Italie, parce qu'on avait beaucoup de retours sur l'Italie, ensuite sur ce qui s'est passé malheureusement en Alsace, et nous avons essayé de voir comment on pouvait manœuvrer utilement pour être régionalement hyper solidaire. Vous avez accueilli des malades de Perpignan ou d'autres et d'Alsace par exemple. Est-ce que vous avez Alors nous avons accueilli quelques patients effectivement en provenance de Perpignan ou d'autres lieux dans la région, et là nous préparons à accueillir des patients du Grand Est. L'agence régionale de santé nous a fait savoir aujourd'hui que nous serions mobilisés, et je sais que nos amis toulousains l'ont déjà fait et que nous-mêmes, nous allons nous organiser, et nous l'avons fait là de manière concertée avec les cliniques de Montpellier. Nous allons, chacun d'entre nous, y contribuer de manière solidaire. Ce n'est pas le CHU dans sa totalité qui va prendre ces patients. C'est vraiment le maillage que nous avons inventé à l'occasion de cette crise. D'accord. Et le CHU, les deux autres CHU de votre région Occitanie, Nîmes, Toulouse, font à peu près la même chose que vous? Tout ça est bien organisé? Vous vous concertez? Absolument. Nous avons chacun des DG a une responsabilité territoriale, et nous avons avec cette animation publique-privée, et Toulouse a commencé à recevoir des patients du Grand Est, et Nîmes a commencé à recevoir des patients du sud de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et nous avons une coordination hebdomadaire entre nos trois territoires et nos trois CHU. Jean Sibilia, les mesures qui sont prises vous paraissent-elles suffisantes? Le président de la Fédération hospitalière de France aujourd'hui, sur une chaîne de radio, est intervenu et demande des mesures plus radicales, notamment pour l'Île-de-France, puisqu'il est également maire, au-delà du fait qu'il soit président de la Fédération hospitalière de France, il est maire de Fontainebleau, une ville d'Île-de-France, mais pour l'Île-de-France et pour l'Est. Il veut des mesures plus radicales. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on a pris des mesures suffisamment fortes, selon vous? On a été pris de vitesse, faut le rappeler. Mulhouse, le Haut-Rhin, Mulhouse et Colmar, puis Strasbourg rapidement. L'intensité de la vague et la brutalité de la vague nous a pris de vitesse. Je pense que, et dans l'Est, étant soumis à cette pression-là, on n'a pas eu le temps de s'organiser. Donc, on a paré au plus pressé. On a pris à Strasbourg beaucoup de malades de Colmar et de Mulhouse quand il fallait. On a donc pris sur nos capacités avant que la vague arrive à Strasbourg, mais on n'a pas eu le temps de cette organisation territoriale au même niveau que, heureusement, de ce qu'on a pu faire ailleurs, et notamment en Occitanie. Mais aujourd'hui, je crois que les réas sont pleines, les services sont pleins, par centaines, en fait. L'hôpital, les hôpitaux sont absolument submergés de malades Covid en réanimation et hors de réanimation. Ce qu'on demande, en fait, et c'est ce qui est déjà le cas, c'est de pouvoir évacuer et lever la soupape, en fait, dans les services de réanimation et les services de soins intensifs. C'est simplement la solidarité, et elle est exceptionnelle. Faut le reconnaître, c'est pas facile de transférer. Jean Sibilia, vous, dans la préparation, vous nous en aviez déjà parlé, mais dans la préparation d'un système hospitalier très sophistiqué, disiez-vous, à une pandémie aussi brutale, est-ce que nous n'étions visiblement pas prêts? Nous essayons de rattraper. Si ça se dégrade, est-ce qu'on est prêt pour la deuxième phase, à votre avis? Notamment, évidemment, n'en reparlons pas des équipes, elles sont engagées. Mais est-ce que vous avez les moyens, les bonnes organisations, les équipements, les médicaments? Enfin, il y a un peu de panique parce que certains des médecins hospitaliers notamment nous alertent la France entière en réalité sur leur manque de médicaments, leur manque de respirateurs. Bon, ne reparlons pas des masques, nous le savons, mais enfin, où est-ce que vous en êtes, vous, et est-ce qu'on en fait? C'est une question d'ailleurs qui nous est posée grâce à Twitter, la capacité en réalité. C'est la capacité médicale, scientifique et politique, nous dit l'internaute, à prévoir. Répondez à cette question. Oui, question compliquée. Vous imaginez bien qu'on est préoccupé. Je répète ce que j'ai déjà dit à de nombreuses reprises. Notre système n'était pas prêt à encaisser une pandémie de ce type-là en aussi peu de temps, en quelques semaines. C'était impossible.
quasiment impossible. De toute façon, quoi qu'on fasse, le système n'était pas préparé. Après, on peut discuter évidemment des problématiques très techniques, le stock de masques, évidemment, le stock de respirateurs et les stocks de médicaments. Mais il faut quand même rappeler que ça n'est pas un problème franco-français, ni même européen, mais que sur les masques, sur les respirateurs et sur les médicaments, vous avez la même tension. Tout le monde demande au même moment. Enfin, ça a été dit par des réanimateurs. Le curare est en tension pour, vous savez, l'anesthésie, les comas artificiels des malades intubés. Mais enfin, tout le monde en demande. Il n'y a pas que la France, l'Italie, l'Espagne, les États-Unis. Tout le monde en demande en même temps. Donc, ça n'est pas seulement l'impréparation potentielle, mais c'est aussi une tension pandémique sans précédent que ces systèmes n'ont jamais vécu. Donc, tirons-en les conclusions, mais aujourd'hui, il n'est pas temps de refaire le match. On refera le match quand il sera fini. Aujourd'hui, on doit sauver des vies, on doit sauver des gens, et on doit faire de telle sorte qu'on passe la vague. Mais après, il faudra réfléchir à comment dimensionner un hôpital pour qu'il puisse, un hôpital, des hôpitaux, un système de santé, pour qu'il puisse encaisser j'allais dire de façon collégiale à l'échelle européenne et mondiale, des crises de ce type-là qui peut-être et probablement se reproduiront avec des modèles. Mais clairement, on ne peut pas, et ça je pense que tout le monde le partage, on ne peut pas avoir en permanence en France 25 ou 30 000 lits de réanimation actives. C'est pas raisonnable. Alors, il faudra trouver des modalités de gradation, type hôpital de campagne, réanimation de campagne, des modalités modulaires qu'on pourra construire très vite en cas de nouvelle pandémie. Voilà le modèle, mais évidemment, il faut le travailler. Alors, un de nos auditeurs, internautes, nous demande, peut-être pour vous, Thomas Leludec, c'est vrai que c'est peut-être, comme dirait Jean Sibilia, après le match, mais il s'étonne, en tout cas, il vous interroge sur les autres risques qui peuvent exister également à l'hôpital. Celui-là, il n'était pas prévu, et il vous demande simplement, dans vos hôpitaux, comme je le disais, très élaborés, très sophistiqués, en tout cas, on le croit, ou on le croyait, il y a d'autres risques, ça peut être des risques d'incendie, d'inondation, de tempête, de réchauffement climatique, etc. Êtes-vous prêts, vous est-ce que vous, réellement, est-ce que vos organisations sont quand même, c'est une question que les Français se posent, est-ce que nos organisations hospitalières sont prêtes à affronter des tragédies ou des drames de ce type, c'est-à-dire massifs, à votre avis? Alors, on est dans quelque chose de totalement massif. À ce jour, moi, je suis totalement concentré sur les 2 prochains mois. Dans les 2 prochains mois, on a 2 choses à réussir. C'est clairement d'encaisser et de gérer cette vague. Et donc, effectivement, bon, les mesures sont prises pour libérer des matériels, pour aller les acheter là où ils sont produits, pour accentuer les cadences de production en France et en Europe. Bon, mais c'est vraiment la bataille de maintenant, et c'est vraiment ça qui me préoccupe. Ensuite, le 2e mois, le mois de mai, sera la question de comment on remet en marche nos établissements qui ont été complètement déformés par la crise. Nous nous sommes déformés en très peu de temps. Tout prévoir, et je vais répondre à votre auditeur, tout prévoir à l'avance, ça repose sur deux éléments. Appliquer un principe de précaution et de capacité à, j'allais dire, provisionner le risque. La question des masques, c'en est l'exemple. Il faut provisionner le risque pandémique en ayant des réserves. Ensuite, il faut aussi voir que face à une crise qui est multiple, vous devez préserver votre capacité d'adaptation et je dirais d'invention. Parce que si vous pensez que c'est en déroulant un plan écrit à l'avance que vous allez affronter la crise, eh bien je regrette, vous vous trompez. Ensuite, sur les d'éléments catastrophiques, il est clair que, en tout cas, moi je l'ai souvent dit ici dans cette région, la région Languedoc-Roussillon, il y a un risque spécifique qui sont les risques d'hypercanicule. On l'a bien vu l'été dernier, il y a un risque spécifique qui est le phénomène méditerranéen, avec un changement climatique qui nous fait affronter des situations de plus en plus nouvelles et qui nécessitent, et nous avons commencé à le faire à Montpellier, des mesures d'investissement, de protection tout à fait inédits pour faire face à ce type de situation. Et je pense que de cette expérience extrêmement douloureuse de la pandémie Covid-19, il faut aussi, et votre auditeur a raison, regarder les autres risques. Et ce risque climatique
les établissements de santé y sont confrontés. Alors les établissements du sud de la France commencent à bien l'identifier, me semble-t-il, mais il va falloir le résoudre. Mais si le changement climatique, comme on le prévoit, va vers le nord de la France, je crains malheureusement qu'il n'y ait pas le même type de prise de conscience et il est urgent de s'en préoccuper. Nous allons voir ensemble maintenant, si vous le voulez bien, comment d'autres établissements que le vôtre, peut-être moins importants, mais tout aussi exposés que vous, notamment dans les EHPAD, les établissements d'accueil pour personnes âgées, prennent en compte cette nouvelle situation, comment ils font, comment ils se défendent, comment, dans le fond, et également, ils passent à l'attaque contre cette épidémie. Dans un EHPAD dans Lyon, à Saint-Julien-du-Sault, nous sommes reçus par le jeune directeur de la résidence Saint-Julien, Hugo Vidal-Rosset. Je vous propose de l'écouter. Hugo Vidal-Rosset, je suis directeur d'un EHPAD public dans Lyon, à Saint-Julien-du-Sault précisément. C'est un EHPAD public autonome avec 65 places. Dès la fin février, on a déjà eu un certain nombre de recommandations de l'ARS qui relayaient les recommandations nationales, qu'on a mis en place très progressivement. Donc d'abord les gestes barrières à l'intérieur de la structure. On a disposé tout un tas d'affichages dans l'établissement sur les gestes barrières. Et puis, nous avons disposé du gel hydroalcoolique vraiment dans tous les points stratégiques de l'établissement. Alors, très vite aussi, on a perçu l'intérêt non seulement de stopper les animations collectives, mais de stopper aussi les repas pris en commun. On voyait une logique à arrêter les deux en même temps. Donc, ça a demandé une réorganisation du travail importante, impulsée par le chef cuisinier et la cadre de santé concernant les repas en chambre. Le chef cuisinier a fait en sorte que les cuisiniers travaillent toute la journée sur 10 heures, alors qu'auparavant, ils travaillaient sur toute la matinée en venant plus tôt le matin. Donc là, ils arrivent un peu plus tard le matin, mais ils repartent aussi en 10 heures plus tard le soir, de manière à pouvoir couvrir tous les repas de la journée. Donc aujourd'hui, les résidents sont confinés en chambre. Ils peuvent quand même sortir de temps à autre dans le jardin de la résidence. Il y a aussi les animaux, de la psychologue, donc 2 chiens qui jouent un rôle important. On a aussi un chat. Ça permet quand même d'insuffler un minimum de vie. Et puis de faire en sorte aussi de visiter un maximum ces résidents en chambre, en respectant bien sûr les distances de sécurité. L'animatrice crée par exemple des lotos dans les couloirs, va régulièrement voir les résidents en chambre, fait le lien aussi avec l'école maternelle et l'école primaire pour que les écoliers donnent un certain nombre de dessins par mail aux résidents. Et puis l'agent de maintenance qui enlève des cartons les différentes livraisons, tient à distance les livreurs et approvisionne en masques, etc. Alors là, c'est une initiative qu'on a mis en place à la suite d'un appel à projet de la Fondation des Hôpitaux de France. Le projet était resté dans les tiroirs et on l'a ressorti en urgence au moment de la crise. Il s'agit d'une salle numérique où les résidents peuvent communiquer avec leurs proches. Donc l'animatrice et l'adjointe administrative programment toute la journée des entretiens vidéo. Alors maintenant, plus que les après-midi, parce que le matin, on se concentre sur des visites de convivialité pour les résidents les plus à risque psychologiquement. Et puis ici, on voit aussi que ce genre d'initiative peut permettre d'entretenir le lien social, d'éviter le glissement, la détresse psychologique, puisque notamment dans un avis du Conseil consultatif national d'éthique qui est sorti début mars, on nous dit bien qu'il faut veiller aussi au lien social de manière à ce que les résidents ne pâtissent pas de l'aspect de confinement de la crise. Donc pour les résidents qui n'ont pas de lien régulier avec leur famille par visioconférence, ce qu'on a mis en place, c'est un système de parrainage avec l'école, avec les 2 écoles, l'école maternelle et l'école primaire, de manière à ce que chaque enfant parraine un résident qui serait un peu plus isolé du point de vue numérique. Voilà. Donc ils ont des liens aussi avec les enfants de l'école par cet intermédiaire. Ludex, si vous avez fait entrer des chats et des chiens dans votre CHU. En revanche, est-ce que vous prenez des initiatives de ce type? Mais surtout également, rapidement, comment s'organise
chez vous les approvisionnements, alors de médicaments, de nourriture, de logistique, de matériel informatique, enfin, etc. Comment vous faites? Est-ce que c'est autonome, toujours autonome, ou est-ce que vous suivez, est-ce qu'il y a des phénomènes de concurrence qui peuvent s'exercer entre établissements? Comment les choses se passent en quelques mots? En quelques mots, donc les directions logistiques, la pharmacie sont hyper mobilisées et nous avons dû, face à cette crise, multiplier les opportunités de livraison. Parce que nous sommes clairement dans une économie de pénurie, en tout cas c'est ce qu'on a vécu au mois de mars. Et on a pu voir qu'une piste qui était valable le lundi ne l'était plus le mardi, redevenait valable la semaine d'après, et donc il faut avoir 1, 2, 3, 4 solutions parfois pour obtenir le même résultat en termes de livraison. Nous l'avons vécu sur les réactifs de virologie, nous l'avons vécu sur les masques, nous l'avons vécu sur énormément de produits. En revanche, sur la partie informatique, ça a bien fonctionné. On a un service informatique qui a été un élément clé de la mise en place du plan. 3 exemples. Le premier, c'est que le premier cas contact, c'était une famille qu'il a fallu disperser entre 2 établissements, avec une maman et ses 2 enfants d'un côté, le papa à un autre endroit du CHU, et ils ont pu converser à la manière dont ce qu'on a vu dans votre reportage. Deuxième élément, le télésuivi à domicile des malades atteints du Covid. Nous avions ces derniers jours jusqu'à 410, 420 patients suivis à domicile, donc qui n'étaient pas hospitalisés. Ça nous a énormément aidé dans notre stratégie de gestion de crise. Et le troisième élément, nous avons multiplié les téléconsultations. Donc il y a un changement de pratique qui s'est opéré. Et le quatrième exemple, nous sommes passés de 200 télétravailleurs au CHU de Montpellier à 1600 télétravailleurs en l'espace de 15 jours. Vous avez l'impression, Thomas Leludec, ce n'est pas tout à fait ma dernière question, mais vous avez l'impression que la crise que nous avons connue dans les hôpitaux et qui était donc difficile, lourde à gérer avant cette épidémie, que les choses sont simplement arrêtées, stoppées, ou dans le fond ça peut repartir, mais enfin là, finalement, on n'en parle plus, tout le monde travaille. Dites-moi un peu l'ambiance de ce point de vue-là. L'ambiance, c'est que tout le monde est effectivement dans la solidarité, avec, je dirais, oui, dans cette crise. Et alors, dans l'après-crise, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est concentré sur ces 2 prochains mois. On a tous envie que, voilà, on passe le cap. Et avec, je dirais, aujourd'hui, on est sur la question du management, sur la question humaine, que nos équipes tiennent. En tant qu'employeur, ma question, j'y pense tous les jours, c'est j'espère vraiment que personne ne partira, si je puis dire. Donc je suis inquiet pour la santé de nos salariés, qu'ils soient médecins ou non médecins. C'est ma préoccupation. Pour l'après, je pense que évidemment le monde hospitalier va poser des questions. Mais c'est pour et après. La crise sociale, oui, et pour être plus précis, la crise sociale que l'on a connue avant la crise, où est-ce que l'on en est? Pour l'instant, je pense que les questions qui étaient posées restent posées. Donc, on va se retourner, mais peut-être qu'on va les poser différemment. Je pense que l'unité que nous avons connue et que nous connaissons dans cette crise, l'unité que ce soit entre les directions, les médecins, l'ensemble de la chaîne paramédicale, les organisations syndicales, j'ai la chance d'avoir des organisations syndicales avec qui on discute et on discute vraiment, et c'était dans notre ADN bien avant la crise. Mais cette unité, il faut la préserver. De la même façon, je pense que la manière de concevoir la relation publique-privée va évoluer, je l'espère en tout cas. Mais il y a un élément clé, c'est que si on veut que chacun soit utile dans la complémentarité, il faut vraisemblablement se poser la question de modes de financement différenciés pour favoriser la coopération. Demain, je le dis aux journalistes que vous êtes, je dirais, encourager la compétition par des classements, des palmarès, ce n'est plus à l'ordre du jour si on veut modifier le système. Dans la presse médicale, nous le savions, monsieur Leludec. Jean Sibilia, je voudrais quand même vous poser une question qui est à la fois une question médicale que le rhumatologue que vous êtes, le professeur de rhumatologie, connaît bien. C'est évidemment la chloroquine.
c'est une question à la fois, d'abord une question médicale, et maintenant c'est une question de communication, une question politique. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, puisqu'il y a plusieurs initiatives qui sont en train d'être prises par des médecins, des universitaires, etc., et qui appellent le gouvernement à réellement libéraliser l'usage de la chloroquine. Quelle est votre position? On vous voit pas très bien, mais... Oui, il y a beaucoup de soleil en Alsace ce soir, donc il y a un petit reflet, mais c'est pas très grave. Euh, M'exprimer On sur vous un écoute en sujet tout cas. qui est un sujet qui est compliqué. Trois choses qu'on peut partager. La première, c'est qu'il faut beaucoup d'humilité dans un moment comme ça. D'humilité, personne n'a de remède miracle aujourd'hui. On le saurait. Les Chinois le sauraient, les Italiens aussi, et d'autres aussi. Donc, restons humbles. Aujourd'hui, pas de remède miracle. Les gens continuent à mourir, malheureusement, ou font des formes graves, ou des formes même très graves. On s'y attendait pas. Donc, il y a une vérité de terrain qui amène à de l'humilité. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a à disposition des molécules pour lesquelles il y a des indices, quelques indices, qui sont des indices peut-être d'une efficacité antivirale. La chloroquine et l'hydroxychloroquine en font partie. Et il y en a d'autres. C'est une molécule qui a peut-être un intérêt, mais cet intérêt n'est pas démontré. Donc, dans l'état, on a un élément qui est compliqué pour les médecins. C'est soit vous appliquez une stratégie qui est la stratégie hors temps de guerre, qui est de dire j'utiliserai le médicament que quand j'aurai prouvé le rapport bénéfice-risque par une étude randomisée qui va mettre plusieurs semaines ou plusieurs mois. C'est ce qu'on fait habituellement. Sauf que là, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, on a des molécules à disposition qui ont un risque connu. Le plaquenil, on l'utilise depuis une trentaine d'années, une quarantaine d'années, on l'utilise quasiment quotidiennement. C'est pas un médicament sans risque, c'est une molécule chimique, mais le risque est faible, on le sait, et on a un bénéfice possible escompté. Donc on est dans une stratégie empirique, d'un bénéfice-risque empirique, qui vaut peut-être le coup d'être utilisé dans la situation actuelle, en faisant, et c'est mon dernier point, confiance aux médecins. Ouais, professeur Sibilia, est-ce que vous appelez le président de la République et le gouvernement, le ministre de la Santé, à réellement... D'ailleurs, on voit bien que les autorités américaines, notamment la FDA, sont en train de se positionner pour la chloroquine. Est-ce que vous dites la même chose, vous, oui ou non, Ouais. ce Faut soir? aussi, la FDA s'est positionnée, d'autres sociétés internationales se sont positionnées. Aujourd'hui, la logique serait que l'on puisse utiliser, faire confiance aux médecins hospitaliers, que ce médicament puisse être utilisé et utilisé dans des bonnes conditions, c'est-à-dire pas utilisé en fin de processus. Si ce médicament peut avoir une efficacité même modeste, ça sera dans les formes débutantes. Donc oui, Je, laissez les médecins, faites confiance aux médecins, donnez la possibilité aux médecins hospitaliers de prescrire cette molécule aussi bien dans les formes symptomatiques débutantes que dans des formes plus évoluées. Faites confiance je au monde voudrais médical. Je voudrais vous donner, puisque nous analysons comment les établissements se positionnent et se défendent vis-à-vis de ce virus, que nous regardions un deuxième reportage de quelques minutes dans un ESAT, un établissement de santé et d'accompagnement au travail, avec la directrice de deux établissements associatifs, chez vous d'ailleurs, pas très loin de chez vous, monsieur Leludec, à Montpellier, la Bulle Bleue et l'atelier Kennedy à Montpellier. Responsabilité et engagement, nous écoutons la directrice Delphine Morel. L'activité normale d'établissements comme les ESAT, c'est ce qu'on appelle en fait des établissements médico-sociaux, mais qui par ailleurs sont des entreprises qui relèvent du champ de l'économie sociale et solidaire et qui ont des activités de production. Nous, on a la Bulle Bleue, c'est un ESAT artistique, donc c'est un théâtre avec des comédiens, des régisseurs. Et les ateliers Kennedy, c'est un ESAT de conditionnement et d'espace vert et d'entretien des locaux. Et notre métier, c'est à la fois d'assurer un accompagnement éducatif et d'accompagner les travailleurs en situation de handicap dans leurs projets, et aussi d'assurer une production propre au projet d'entreprise. Nous, le Covid a totalement inversé notre organisation, puisque le travail est un support essentiel à l'accompagnement éducatif, et ce travail, cet outil n'est plus présent. Donc il a fallu se recentrer sur des pratiques éducatives plus traditionnelles, et à distance. Donc les éducateurs ont dû complètement réajuster leur façon de travailler et d'être en lien avec les travailleurs pour les suivre au mieux dans cette période difficile pour eux. Sur la première semaine passée, les 2-3 jours de sidération, sur la première semaine, on a tout réorganisé pour installer ordinateur, connexion au réseau d'établissement, permanence sur site,
On fonctionne aussi évidemment par réunion sur des plateformes numériques, réunion à plusieurs participants. Ça, c'est des modes de fonctionnement qui sont complètement nouveaux pour nous au niveau de ce type d'établissement où on est vraiment, c'est des établissements de terrain en fait. Ensuite, ultérieurement, comme un ESAT est un établissement médico-social, mais aussi une structure économique, économiquement, il y a des réelles inquiétudes sur la période qu'il faudra traverser par la suite, sur une répercussion qui sera quand même, à mon avis, sur une bonne année, voire 2 années. Positivement, c'est l'incroyable adaptabilité des équipes, des travailleurs. Moi, je suis assez enthousiaste, on va dire, sur être capable techniquement de récupérer des outils numériques qui ne sont pas nos habitudes, être capable de verbaliser un accompagnement éducatif de façon différente en une semaine, être capable de mettre en œuvre une solidarité inter-établissement très rapidement. Ça, effectivement, c'est des répercussions positives parce que ça aura une incidence sur notre fonctionnement par ailleurs. Il y a aussi des relations qui se créent avec les travailleurs et les éducateurs qui sont différentes parce que chacun a besoin de l'autre et évidemment qu'il y a des choses positives qui sont générées. Voilà, merci à tous et à toutes. Je remercie également, je n'ai pas pris toutes les questions, il y en avait plusieurs, beaucoup, celle de Anne notamment sur le coronavirus et l'accompagnement de fin de vie. Nous n'avons pas le temps de la traiter, nous les traiterons la semaine prochaine. Je vous donne rendez-vous le jeudi 9 avril. Donc le jeudi prochain pour une nouvelle émission. D'ici là, bon courage à tous et à toutes. Un salut amical à tous nos amis de Montpellier, de l'Occitanie et également évidemment de Strasbourg et du Grand Est. Pour celles et ceux qui aiment la philosophie et qui aiment les bébés, je suis sûr qu'il y en a plusieurs. Je voudrais, si Olivier Madar, notre réalisateur, nous montre le livre, je voudrais vous inviter à lire Naître et s'engager au monde de Frédéric Spinirny, qui est un jeune directeur d'hôpital et qui est un jeune philosophe et qui nous parle donc de naître et de s'engager au monde. Voyez-vous, c'est à la fois très profond et plein d'espoir. Je voudrais également, nous avons retenu tout ce que font les associations, le monde qui est extrêmement imaginatif, et notamment cette association Soins aux professions de santé, SPS, pour les écouter et les entendre, écouter les soignants et les entendre, celles et ceux qui sont au combat, qui souffrent. Un numéro de téléphone, le 08 05 23 23 36. Vous retrouverez tout cela sur UC2M News, 08 05 23 23 36 et sur l'application mobile de l'association SPS. Je vous souhaite une bonne soirée, bon courage, amitié à tous et nous y arriverons, comme dirait Jean Sibilia. Jean Sibilia, nous y arriverons. Absolument. Ensemble, c'est ça qui est important. Ensemble. Thomas Leludec. Oui, nous y arriverons. Merci. À bientôt. Merci à vous. À bientôt.